Bien, merci. Pour cette seconde session, nous accueillons Philippe Prados de Octo, qui vient nous parler de LangChain. Et une question, est-ce que ça évolue trop vite? Voilà, Tu as 20 minutes. j'ai 20 minutes. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien avec les casques? Tout va bien? Ok. Alors, donc je vais vous raconter un petit peu LangChain, son histoire, où est-ce qu'on en est, un certain nombre de choses. Donc je suis Philippe Prados, je suis un dinosaure de l'informatique, ça fait 47 ans que je fais l'informatique, j'ai commencé, j'avais 12 ans, Internet n'existait pas, on était en 8 bits, enfin bon. Et donc je suis committeur indirectement de LangChain. J'ai une vingtaine de pull requests qui ont été validés, puis d'autres qui ont été refusés parfois. Bon. J'utilise LangChain depuis la version 0.0.40. Vous allez voir que le numéro de version est important. Et j'ai également pas mal de compléments LangChain que je propose en open source parce que des trucs que j'ai proposés qu'ils n'ont pas intégrés, ben, je les ai mis en composants externes pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Alors, LangChain, c'est de ça qu'on va parler. Framework, qui connaît LangChain? Bon, ok, la population. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework Python qui est le framework majeur de tout ce qui est IA générative autour des langages, des modèles de langage. Et on va voir un petit peu pourquoi finalement c'est le framework générique. Donc un petit peu d'historique de LangChain, le plus difficile avec LangChain sur son histoire, et puis comment essayer de gérer au mieux tout ça, et puis mon avis à la fin, hein, vous partagerez, vous serez d'accord ou pas d'accord, ça sera intéressant d'en discuter. Voilà. Alors j'ai 20 minutes, c'est court, donc je vais peut-être aller parfois un peu vite, mais je vais essayer d'être compréhensible quand même. Alors, l'historique de LangChain. Alors, en novembre 2022, il y a, vous avez tous suivi, ChatGPT qui sort. Hein, et du coup, tout le monde se dit « Waouh, c'est super intéressant, on veut y aller, ils ont des API, on commence à y aller. Bon. » Et puis, un peu avant, Harrison Chase avait créé un projet open source, lui, dans son coin, dans sa boîte, LangChain. Et du coup, quand tout le monde est arrivé en disant « Putain, il y a un framework qui arrive, il y a une technologie intéressante », tout le monde s'est dit « Je vais chercher des tutoriaux, je vais essayer de trouver les frameworks qui sont là. » Et toutes les démos ont commencé à être mettre sur LangChain. Donc, parce que c'était celui qui était là juste un peu avant. C'est pas parce qu'il était meilleur, c'est juste parce qu'il était là un peu avant. Moi, personnellement, j'ai commencé sur un autre, sur iStack. Bon. Et puis quand j'ai vu que tout le monde parlait de LangChain, je me suis dit, ok, je vais migrer, je vais pas aller sur LangChain. Donc c'est un peu par hasard qu'il y a eu un alignement de planètes qui est arrivé et que LangChain a explosé. Et du coup, en avril 2023, LangChain a créé une entreprise. Donc ils sont barrés de là où ils étaient, puis ils ont créé une boîte. On voit l'équipe qui est derrière. Hein, et donc c'est une start-up qui a levé 20 millions de dollars et qui est estimée une valorisation de 200 millions de dollars. Donc c'est quand même un beau succès parce que ils ont eu la chance, je dirais, de proposer une solution relativement propre un petit peu avant. Alors, finalement, si on se reprend au début du projet, quelle était l'ambition du projet? Quand vous avez des API OpenAI, etc., qui arrivent, on peut se dire, OK, je vais juste utiliser cette API. Si on se dit, ouais, mais non, il y a des concepts un peu plus forts, ça serait plus intéressant de pouvoir demain porter mon code et avoir un framework conceptuel qui porte des classes abstraites qui sont conceptuelles, et après, je fais des dérivés, et je vais mettre OpenAI pour le moment, et j'espère que plus tard, il y en ait d'autres. Donc, c'était ça l'idée. C'est tout développeur un petit peu expérimenté, si on lui donne une API sous la main, il a envie de l'encapsuler dans quelque chose. C'est juste qu'il l'a fait un peu avant. Et du coup, ils ont proposé des classes avec les concepts principaux, les classes d'embedding pour pouvoir calculer les bases vecteurs, enfin les bases vectorielles elles-mêmes, pour pouvoir avoir des retrievers, retrouver des documents, des loaders pour lire les documents, les injecter, les liens sur les modèles de langage, les prompts, etc. Et du coup, l'objectif, c'était d'avoir une aire de jeu pour pouvoir permettre de faire des expérimentations. Donc, il y a pas mal d'évolutions qui ont émergé, les chain of trust, la validation des modèles, mettre des exemples dans les prompts, sélectionner les exemples, faire du routage, etc. Donc, il y a plein d'implémentations qui s'appuyaient sur ces éléments de base et qui étaient des dérivés de ces éléments de base. Et du coup, coup de chance, l'explosion de l'intérêt sur ces modèles de langage a explosé. Et du coup, tout le monde s'est dit, moi, si j'ai une technologie qui arrive et qui dit, ouais, moi, je veux proposer ma nouvelle version de Vector Store qui est mieux meilleure que le voisin, si j'ai envie d'exister, le seul moyen, c'était de proposer une intégration dans LangChain. C'était un choix nécessaire. Ce qui fait que toutes les technologies, tout l'écosystème qui tournait autour de ces modèles de langage ont tous cherché à s'intégrer dans LangChain. Donc LangChain est devenu un fourre-tout de toutes les technologies. Maintenant, rien qu'un parseur PDF, il y en a 10. Des bases vecteurs, il y en a une trentaine, une quarantaine. Et puis, ça a évolué, ça a évolué tellement vite que moi qui ai voulu faire un pull request parce que je n'étais pas satisfait de l'intégration Google Drive, j'ai tenté de faire un plugin Google Drive, enfin, de changer l'implémentation de l'intégration de LangChain Google Drive. Mon code étant tellement gros, il y avait plus de 1000 lignes de code et ils n'ont jamais trouvé le temps de pouvoir faire une revue de ce code-là. Mais moi, mon problème, c'est que je devais maintenir
la mise à jour de mon pull request avec toutes les évolutions du framework qui passait son temps à être remis à jour. Hein. Donc c'était il y a 2 ans, on était à la version 0.0.45. Déjà, ça dit bien ce que ça dit, 0.0. Ce n'est pas une version de production, c'était un travail, un truc pour s'amuser dans un coin. D'accord. Puis le nombre de téléchargements a explosé. Bah, du coup, de par le fait, aucune technologie dans cet écosystème autour des IA textuelles ne pouvait s'affranchir de s'intégrer dans l'on-chain. Donc il y a eu plein de contributions qui se sont mises dessus, et puis on s'est retrouvé à avoir un monstre. Un monstre parce qu'il gérait tout. Et du coup, chacun voulait tirer ses dépendances, qui pouvaient être contradictoires avec les dépendances du voisin, donc c'était un foutoir. D'accord. Il y avait plusieurs releases par jour. C'est-à-dire que là, on est arrivé rien que le 3.1 2024, donc très peu de temps après, à la 0.0354. D'accord. Passer de la 40 à 354. Donc moi, tous les lundis, je passais une demi-journée à essayer de resynchroniser mon pull request. Parce que tout avait changé, c'était placé ailleurs, ça avait changé de nom, c'était réorganisé, la doc était plus au même endroit. Voilà. Ça se cherchait finalement. Mais c'était encore une 0.0. Hein. Ok, donc c'était une période très douloureuse pour les contributeurs, parce que ça change tout le temps. Et puis, bah, voilà, il fallait énormément d'efforts pour finalement arriver à la conclusion que le seul accord que j'ai pu obtenir, bon, ok, c'est trop compliqué pour vous de le relire, vous avez trop de choses à faire. Donc ce que je vous propose, c'est juste une mise à jour de la doc qui dit si vous voulez faire l'intégration avec Google Drive, vous pouvez faire un pip install l'on-chain Google Drive pour finalement faire référence à mon outil externe. Et du coup, il vit dans son coin et on peut mélanger les deux. Voilà. Donc ça, on s'est mis d'accord et ça, c'était facile à accepter, ils l'ont accepté. Mais du coup, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte de ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et ils ont voulu proposer une abstraction de plus haut niveau. Ce qu'ils ont appelé le LCEL, l'On-Chain Expression Language. L'idée étant de dire qu'on va faire un DSL, donc un langage spécialisé pour créer des chaînes de traitement dans ces technologies, en utilisant le fait que dans Python, on peut surcharger les opérateurs. Et donc, ils ont surchargé l'opérateur pipe, que vous voyez là, pour pouvoir lui dire, bah, tiens, c'est ce qui va me permettre d'enchaîner une succession de choses, de traitements. Et ça utilise une philosophie qui est une philosophie déclarative, pas impérative. Ça ne dit pas, tu prends le prompt, tu as pris le modèle, tu mets le parseur, et tu me donnes le résultat, c'est voilà ce que tu devras faire quand je vais t'invoquer. Donc c'est plutôt je construis les choses. Voilà. Donc ça va me permettre de faire une combinaison de chaînes. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est un élément majeur du framework. Ça me permettra de faire des combinaisons, de prendre un bout de chaîne qui traîne quelque part et l'injecter dans une autre, par exemple. Et puis bah, c'était devenu un tel foutoir qu'on dit bon maintenant on va commencer à faire le ménage, hein, on va réorganiser tout ça. On avait le l'on-chain de base qui était le truc qui prenait tout, mais on va le découper en tranches. On va créer l'on-chain core qui va porter que les classes abstraites, les fameux concepts que j'évoquais tout à l'heure. Par-dessus, on va faire le l'on-chain community qui va être toutes les intégrations qu'on a les copains avec l'ambition que le community, on va le découper en tranches après, en appartements. Mais on va déjà le découper en deux et on a le l'on-chain pour des raisons hystériques qui hérite des deux autres. Quoi. Et donc, il y a les trucs qui ne sont pas encore descendus parce qu'ils sont temporaires, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire pour l'instant. D'accord ? Et on a cette organisation, et du coup, quand on regarde dans les sources de l'on-chain, on va avoir ce répertoire libre, là, qu'on a derrière moi, là, hein, où on va avoir la sous-branche community, la sous-branche core, les expérimentales pour des trucs qui sont à tester, qui ne sont pas encore valides, le l'on-chain racine, et puis, au fur et à mesure, on a les partenaires. Parce que justement, une fois qu'on a découpé le community, qui agrégeait un peu tout le monde, c'était juste un premier découpage, on s'est dit, maintenant, on va faire du partenariat. C'est une des façons de générer du business. Et donc, on s'est dit, on va créer le l'on-chain OpenAI. On va avoir là-dedans que les classes d'intégration de l'on-chain OpenAI. Et puis, l'on-chain Anthropic, l'on-chain Mistral, etc. Et donc, ce qui permet de créer des partenariats avec, dans un premier temps, les partenaires qui sont encore dans les sources du projet, qui est un sous-répertoire du projet, qui crée du coup des packages différents. Donc, les imports changent. Hein. Il faut juste faire, non pas l'on-chain community, mais l'on-chain OpenAI pour avoir à peu près la même classe. Bon. Mais ce qui est en train de changer depuis très peu de temps, là, ça date de la semaine dernière, maintenant ils en font des projets externes. C'est-à-dire que l'on-chain, par exemple, c'est celui sur lequel je travaille, bon peu importe, l'on-chain OpenAI, maintenant ça devient un projet externe, il y a un guide qui lui est dédié. Donc ils sont en train de bouger, de l'éclater, avec l'ambition que chaque partenaire peut du coup gérer son cycle de vie qui lui est propre sur cette branche particulière. D'accord ? Et puis, il y a une deuxième douleur, donc là c'était en mai 2024, parce que l'on-chain dès le début était basé sur Pydantic 1.0. Alors Pydantic c'est quoi? C'est un mécanisme qui permet dans Python de pouvoir faire du typage fort, entre guillemets. C'est-à-dire que Python est un langage avec du typage faible. Et donc là, on pouvait lui dire, tiens, si j'ai une méthode et je déclare qu'elle reçoit un entier, une chaîne de caractères, lorsque la méthode est invoquée, si on lui envoie une chaîne à la place de l'entier, il va me péter une erreur. Bon. Donc Pydantic, c'était un framework dans Python qui était assez connu, qu'ils ont très bien fait d'ailleurs, parce que c'est un framework qui est tellement riche
Que si on n'avait pas de vérification de type, il y aurait des milliers de bugs qui seraient difficiles à corriger. Donc là, au moins, ça permet de le vérifier. Sauf que Pydantic, le mec qui l'a fait, il a appris plein de choses dans le Pydantic 1, puis il s'est dit, ouais, mais moi je vais le refaire, puis mon problème c'est que c'est un peu lent, donc je vais le réécrire en Rust. Hein, donc parce que derrière, ça va rajouter du code de vérification, donc c'est du code qui est fait en Rust, et je vais changer ça en Pydantic 2. Du coup, pendant un moment, Langchain devait gérer la compatibilité Pydantic 1 et Pydantic 2 en même temps. C'était le foutoir, les classes de base héritaient de Pydantic 1, mais dans certains endroits, on mettait les Pydantic 2. Bon. Donc à un moment, ils ont dit, bah, ok, il va falloir que je casse la compatibilité, et je vais virer le Pydantic 1, je vais me mettre sur le Pydantic 2, et donc ça, c'est la nouvelle version qui vient de sortir, la 0.2. On est toujours 0.1. Donc la 0.2, c'est le passage à Pydantic 2. Bon. Et donc, à chaque fois, bah, ça entraîne des évolutions, des migrations du code existant. D'accord ? Et du coup, bah, c'est ça le plus difficile dans Langchain, c'est qu'il va falloir réussir à garder la communauté. Hein, donc les travaux de recherche et d'IA générative sont extrêmement nombreux. Il y a des nouveautés qui sortent, des approches nouvelles qui arrivent. Et l'objectif de Langchain, c'est d'essayer de les injecter, de les digérer finalement. Tout en essayant de ne pas trop faire bouger le framework. Et en même temps, ça bouge beaucoup. Donc c'est là qu'il y a un gros problème. Hein. Du coup, bah, certaines API doivent être revues pour pouvoir intégrer les nouveautés. Parce que une nouvelle approche, et puis on n'est pas à ce qu'il y avait il y a un an, on est à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est sorti la semaine dernière. Et donc, par exemple, au début, on avait une IA générative qui était orientée texte. On avait du texte en entrée, du texte en sortie. Sauf que maintenant, on a du multimodal. Donc, il va falloir intégrer le multimodal. Hein, on a le structured output qui permet de forcer, donner un schéma JSON, qui permet de forcer le LLM de répondre à un JSON. Ben, ça ne gère pas de la même manière que quand tu dis je gère juste du prompt. On a des flux qui vont être audio, vidéo, bidirectionnels, en temps réel. Bon, tout ça, ça évolue extrêmement vite. Et du coup, le problème pour Langchain, c'est de maintenir une compatibilité et ou, si on casse la compatibilité, de faciliter la migration d'une version à la suivante. Donc éventuellement avec des outils qui vont te permettre de dire, bon, ok, voilà, j'ai changé les noms, passe une moulinette et ça va te changer tes imports pour pouvoir attaquer sur un autre. Bon. Et donc, ils ont carrément un framework riche à l'intérieur. Là, on le voit sur la droite, le deprecated, qui indique, ben voilà, je vais annoter une classe pour dire, elle est dépréciée à partir de telle version, elle sera supprimée à partir de telle autre version, voici ce que je te propose comme alternative pour pouvoir le gérer, voici le message qui explique. Bon. Et donc, on se retrouve à avoir près de 30% du code de Langchain qui est du code déprécié. D'accord ? Parce que on avait mis une approche, elle était bonne, mais le monde a bougé. Entre-temps, on se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait bonne. On va essayer de proposer un peu mieux. L'objectif, c'est d'arriver à quelque chose de stable et une version 1.0. Mais quand est-ce qu'elle arrivera ? J'en sais rien, parce que là, pour l'instant, il y a une telle créativité des technologies qu'il ne faut pas le faire trop tôt. D'accord ? Mais du coup, pour les développeurs, c'est une forte instabilité, parce que ce qui marchait à un moment donné, ça se met à plus marcher. Enfin, ça marche, mais c'est déprécié, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va disparaître. Donc il va falloir travailler sur ce code pour supprimer les appels dépréciés. Hein, un truc qui marchait très bien, pouf, on met une nouvelle version, et bing, d'un seul coup, il balance 3 alertes, et on ne sait pas pourquoi. Alors prenons un exemple très simple. Mettez-vous à la place des développeurs de Langchain. Initialement, ils ont créé la classe document, une des classes majeures du framework, qui porte des documents et qui doit avoir un patch content, donc une chaîne de caractères, et puis des métadonnées, un dictionnaire de valeurs. Bon. Déjà, il y a un truc étonnant, c'est que ça s'appelle patch content. Ça veut dire que c'est orienté page, ce qui était la pire chose à faire quand vous voulez traiter un document, parce que ce qui se passe à la frontière entre deux pages, c'est la page d'avant, la page d'après, mais la phrase entre les deux, elle ne peut rien dire. C'est les trous de mémoire. Hein, bon. Mais bon, ça a été fait comme ça. Donc là, c'est assez difficile de changer le nom de cet attribut. Bon, admettons. Et puis, on était dans une approche textuelle. Donc, document, ça reçoit du texte et des métadonnées associées au texte. Hein, ça avait du sens de travailler en page, parce que de toute façon, le nombre de tokens était limité. Donc, on pouvait mettre les tokens d'une page, pas d'un document de 1000 pages. Entre-temps, ça a bougé. Bon. Du coup, maintenant, dans Langchain, ça a un peu bougé, et la classe document hérite de base média. Base média, c'est une classe racine qui va porter les métadonnées, qui peut donc avoir des dérivés, dont document est un des dérivés, qui propose le patch content. Mais on a Blob également, maintenant, qui hérite. Et Blob, lui, il va dire, je reçois des binaires, ça peut être des images, lire un document, ce que j'ai en entrée, c'est pas que du texte, ça peut être des images, ça peut être de la vidéo, ça peut être autre chose. Et avec le Blob, on va voir un type mime et indiquer un tableau de bytes, et on peut en faire ce qu'on veut. OK. Bon, alors le fait que renommer page content, ça on pourrait critiquer, mais bon, OK, il y a des compromis à faire. Alors pourquoi il ne veut plus continuer ? Voilà. Mais du coup, faire ça, ça peut avoir des impacts. On a par exemple la classe racine baseLoader, qui est un loader de documents. Donc l'interface de base, c'est defLoad, qui retourne une liste de documents. Est-ce que je dois le changer pour dire maintenant, c'est une liste de base média ? Mais ça va avoir des impacts. Pour l'instant, ils n'ont pas fait ça.
D'accord? Mais on voit bien que l'évolution de cet écosystème entraîne qu'il y a des remises en cause profondes, ce que j'essaie de vous illustrer là avec un exemple très simple, hein, qui sont difficiles à trancher finalement. De savoir, est-ce que je dis, bah, écoutez, les loaders, je les laisse comme ça pour des raisons historiques, legacy, et puis je crée un media loader qui hériterait, qui à la limite, on pourrait dire que le base loader hérite de media loader, et qui redonnerait justement avec un typage différent, pourquoi pas? C'est peut-être un pull request qu'on pourrait faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas tranché. Donc on voit que ce n'est pas si simple que ça. Alors du coup, comment on va pouvoir gérer ça au mieux? Moi, ce que je vois très très souvent dans les usages que je vois, je suis invité, j'ai vu des dizaines et dizaines de projets qui utilisent on-chain, c'est la peur du framework. C'est-à-dire que les développeurs ont peur de rentrer dans le framework. Il est tellement riche qu'on a peur d'investir le temps nécessaire pour rentrer dedans. Donc on essaie de l'utiliser le moins possible, on se met à côté, on essaie de réinventer la roue. Donc on va se faire son propre loader de documents dans son coin, et on va dire on va être bien meilleur, ça sera plus simple, je vais le maîtriser. Sauf qu'en faisant ça, on est en réalité en train de faire de la merde, parce qu'on est en train de sacrifier plein de features qui existent dans le framework, qu'on ignore pour l'instant au moment où on est en train de coder, mais qu'on va perdre parce que plus tard, quand on va en avoir besoin, on va dire ah ben merde, je peux pas parce que je l'ai pas codé comme il faut. Et en plus, on va le faire mal. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un loader de documents en PDF, mais on va pas faire un lazy load. Il y a une différence, c'est qu'un loader de documents, si j'ai 10 000 documents, je vais charger les 10 000 documents en mémoire, avant de les chunker, donc deux fois en mémoire, avant de les passer en base vecteur, je les ai 3 fois en mémoire et j'explose ma mémoire. Quand tu fais du lazy load, c'est ce que propose l'on-chain, il va lire qu'un seul document à la fois, même si tu as dit qu'il y en avait 10 000 à gérer. Donc il va faire les transformations un à un. Bon. Et donc il y a bien plein de choses qui sont dans le chain bien meilleures que ce qu'un développeur standard a à faire, surtout si c'est un développeur qui a peur du framework. D'accord ? Et du coup, plutôt que d'être en dehors du framework, il faut accepter de rentrer dedans. Et le but d'un développeur l'on-chain, c'est d'écrire des sous-classes de ces classes abstraites. Le loader ne me plaît pas, j'écris une sous-classe de loader. J'ai juste une seule méthode à changer, c'est tout. Et je m'intègre et je bénéficie de tout l'écosystème qui est autour, de toute la cohérence du framework. D'accord ? Du coup, voilà, c'est vraiment une douleur que je vois. Et moi, j'essaie d'accompagner les clients pour leur dire non, c'est pas la bonne manière de faire. Il y a bien meilleur à faire. Ça vous prendra vachement moins de lignes de code. Vous n'allez pas maintenir un code foireux qui va tenir pendant le temps. Un autre truc, c'est par exemple la gestion des versions des documents. C'est bien de prendre un document. Dans les démos, c'est simple. Hein. Je prends le document, je le chunk, je le stocke dans la base vecteur. La démo marche bien. Et puis je reprends le document, je le rechunk. Je pense que je n'ai pas regardé le code, que si j'en remets 2 fois le même document, ça ne posera pas un problème, sauf qu'en réalité, il y a 2 vecteurs, donc quand je donne-moi les 4 premiers, il envoie 2 fois le premier, 2 fois le deuxième. Donc je n'ai pas 4, j'en ai que 2. Parce que c'est 2 vecteurs différents qui ont les mêmes valeurs. Bon. Et voilà, il y a plein de scénarios comme ça qui échouent, parce qu'on ne rentre pas dans le framework et on cherche à le fuir. Donc pour conclure, il me reste 2 minutes 30. Si vous trouvez que l'on-chain est complexe, c'est probablement que vous n'avez rien compris aux IA génératives. On est dans un monde qui bouge énormément. Il y a plein de choses, il y a plein de fonctionnalités, on est tous des milliers à avoir les mêmes problèmes. Quand il y a un problème, il y a très très forte chance qu'il soit déjà résolu dans l'on-chain. D'accord ? Donc il ne faut pas chercher à comment je peux m'en passer de l'on-chain, mais plutôt où me placer dans l'on-chain, ou où est-ce que ça se trouve dans l'on-chain. La doc essaie de s'améliorer, elle n'est pas forcément parfaite. Moi j'y travaille, là j'ai un gros pull request qui va arriver, qui va améliorer l'intégration des PDF, mais la meilleure manière, c'est de descendre les sources, de prendre les classes de base et faire un contrôlage, de regarder tout l'historique. Toutes les classes qui héritent. Là, vous allez trouver plein de candidats, plein d'exemples, plein de manières de faire. C'est le meilleur moyen de se dire « Ah, ça a l'air d'être là où je dois me mettre ». Et là, vous allez savoir, finalement, comprendre assez rapidement où vous placez, comment vous placez au mieux, sans violer le framework. Donc, soit vous développez avec les IA génératives et vous estimez que ça change quotidiennement, parce que c'est le monde actuel qui est celui-là. Hein. Du coup, il va falloir, quand on publie un projet, non pas se dire voilà, on a défini des règles d'entreprise et puis tout le monde va faire la même chose, et puis une fois qu'on a le vrai programme, on vire l'équipe. Non. Ce n'est pas le cas, ça bouge beaucoup trop. Donc il faut garder au moins une ressource qui va maintenir à jour le projet par rapport aux évolutions du framework. Si ça ne vous convient pas, vous attendez 2 ou 3 ans que ça se stabilise. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. D'accord ? C'est structurel, je vous ai expliqué un petit peu l'histoire, et elle est loin d'être terminée l'histoire. Hein. Tous les 2 mois, il y a un nouveau modèle qui sort, qui apporte des nouveautés. Là, maintenant, il y a des caches sur serveur, enfin, il y a des approches différentes. Voilà, donc ce n'est pas l'on-chain qui est en cause. Au contraire, s'il était stable, ça serait extrêmement inquiétant. Ça voudrait dire qu'il a figé le monde, il a décidé de s'arrêter au 1er janvier 2012, et puis le monde s'arrête, alors que tout bouge, tout bouge, tout bouge. Et donc ça serait extrêmement inquiétant. Donc si vous entendez parler, ouais mais l'on-chain c'est compliqué, c'est normal et heureusement, sinon c'est que tu n'as pas compris quoi. Si ça ne te plaît pas, attends 2 ans. Sinon tu vas assumer que tu es dans un environnement qui bouge tout le temps. Voilà, je suis à 33 secondes. Waouh, there is a better way, comme on dit. Et donc, on a de la chance, c'est qu'ensuite, il y a
pas tout de suite du monde, donc on peut avoir quelques questions. Exactement. Donc est-ce qu'il y a quelques questions? Oui. Déjà, merci pour cette présentation. Est-ce qu'un outil comme Langflow, par exemple, est-ce que ça peut être utile de l'utiliser? Est-ce que ça cacherait pas un peu la complexité de Langchain, ou ça ne fait que la reporter à un autre niveau? Alors, la douleur, elle n'est pas là. C'est des outils qui vont te permettre d'aller un peu plus loin dans l'utilisation, mais de toute façon, la complexité, elle est inhérente. C'est ça qui est, hop. Elle est inhérente au framework lui-même. Donc, il y a plein d'outils périphériques qui vont justement te permettre de bénéficier du fait que tu respectes le framework et du coup que tous ces outils de traces ou autres, il y a plusieurs frameworks qui se mettent autour, vont te permettre d'avoir une vraie valeur parce qu'ils s'appuient sur le framework. Alors que dès que tu te mets en dehors, tu perds à la moitié de ce que pourraient te donner ces outils. Donc, c'est aussi un élément fort, c'est que si tu veux pouvoir bénéficier de ces outils d'analyse, de compréhension de ce qui s'est passé, reste dedans. Si tu te mets en dehors, tu es en train de te tirer des balles dans le pied, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'en avais une. J'en ai une toute petite, c'est par rapport à OpenAI et le SDK d'OpenAI. Oui. J'étais assez étonné qu'en fait, il commence à être le standard sur d'autres API qu'OpenAI. Oui. Standard avec les guillemets qui vaut bien, mais je voyais Nvidia sur leurs exemples, c'est import OpenAI. Est-ce que du coup, on s'en quand même une simplification, une harmonisation de l'écosystème? Alors, j'y crois pas. Alors, je t'explique pourquoi. Parce que, en gros, OpenAI est arrivé, a sorti son API, mais c'était une API pour faire du texte à la base, d'accord? Et donc, du coup, c'était assez facile pour dire oui, ça va pas être douloureux pour vous. Si vous êtes Langchain, bon, je peux faire le driver, mais si vous utilisez autre chose, utilisez directement l'API OpenAI, je vais vous permettre de migrer facilement. Changez juste l'URL et ça suffira, d'accord? Sauf que maintenant, les modèles sont en train d'évoluer parce que quand on est en train de faire du flux vocal dans les deux sens, on est du WebSocket bidirectionnel, l'API d'OpenAI orienté texte, elle est juste has-been par rapport au modèle. Donc je pense qu'il est beaucoup plus pertinent, d'autant plus quand on est dans l'entreprise, on va avoir ses propres modèles, de se faire l'intégration non pas par rapport à une normalisation de l'interface d'API, mais plutôt, parce que du coup on va perdre des choses, mais plutôt de le faire au niveau de Langchain et de se créer son petit driver Langchain spécifique. Deux exemples, par exemple, tu as le structured output, qui va permettre de pouvoir indiquer je veux que le LLM me réponde en suivant un schéma. Bon, tu as différentes manières de l'implémenter suivant les fournisseurs. Ce n'était pas prévu dans les API de base. Ceux qui disent moi je suis compatible avec l'API, oui, mais sauf ce structuré d'output. Ok. Oui, là, le multimodal, est-ce que je renvoie un fichier? Ouais, ok, mais comment je l'envoie? Est-ce que je l'envoie un binaire? Est-ce que je l'envoie un JSON? Bon. Donc ça cherche un peu à driver pour les raisons que j'ai évoquées, de pouvoir migrer une application de l'autre. Mais moi je suis beaucoup plus confiant de se dire je vais plutôt me mettre mon driver spécialisé qui va être le plus efficace possible et quitte à faire du RPC, avoir un truc meilleur, plus efficace que OpenAI pour envoyer les fichiers, parce qu'ils ont envoyé en base 64, c'est quand même un peu une connerie, que s'appuyer sur la partie couche API. Je vous remercie. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour pouvoir enchaîner. Merci beaucoup encore. Voilà. Et j'ai pas de stand, donc si vous voulez me voir, c'est en direct.